Bonjour à tous. Donc, je pense que voilà, les participants arrivent au fur et à mesure. Donc, je suis Véronique Sala. Je suis donc chargée de coordonner ce premier webinaire organisé donc à l'initiative de Cédric Vial en collaboration avec Patrick Chaise, sénateur de la Savoie. Bonjour, monsieur le sénateur. Sénateur de l'Ain et auteur de la proposition de loi sur le thème donc l'empreinte environnementale du numérique en France. Vous représentez aujourd'hui, vous serez une trentaine donc d'élus de la Savoie donc à participer à ce webinaire aujourd'hui. Donc on salue le massif des Bauges, les communes de Moncel, Haillons-le-Vieux, Coise. Nous avons aussi la commune de Chana, particulièrement engagée sur les thématiques environnementales, qui est présente. Bonjour aussi donc à la Vanoise, commune de Notre-Dame-du-Pré. Ainsi que la chaîne des Belles Donnes. Voilà. Et puis bien sûr, la Montpellier-Savoyard qui est représentée en force aujourd'hui. Merci. Donc la présentation va donc se passer, donc vous aurez donc l'introduction de Cédric Vial, suivie donc de la présentation de la proposition de loi par le sénateur Patrick Chaise. Et nous aurons donc à la fin de ce webinaire un temps pour échanger où vous pourrez donc poser vos questions. Donc, vous pouvez poser vos questions via donc, le chat sur l'onglet Converser ou, si vous le souhaitez, donc, vous demandez la parole pour que nous puissions activer votre micro et que vous puissiez poser votre question au sénateur. Voilà. Donc, à toi, Cédric. Merci, Véronique. Bon, bonjour à tous d'abord. Merci de nous avoir rejoints ce matin. C'est une grande première pour nous. Donc, vous participez, vous n'en avez pas conscience peut-être, mais à une expérimentation sur une nouvelle manière devrait nous permettre, si l'expérimentation est concluante, peut-être de poursuivre ce genre de travail, à la fois qui est un travail d'information, mais pas seulement. Nous, l'objectif, c'est aussi de pouvoir échanger et de faire remonter un certain nombre de propositions sur une thématique en s'appuyant aussi sur une expertise. Et ce matin, c'est Patrick Chaise, notre expert. Patrick Chaise, je suis ravi qu'il ait accepté cette proposition. Il est en direct de sa permanence de l'Ain. Il est donc sénateur de l'Ain. Il est aussi président de l'AVICA, qui est une structure qui regroupe des collectivités, qui est un peu je ne sais pas comment on appelle ça, un contre-lobby, une manière de défendre un peu la position des collectivités sur les sujets du numérique. Voilà, donc c'est un expert des sujets du numérique. Il est aussi mon voisin dans l'hémicycle. Et donc, il partage aussi son expertise sur les questions législatives avec moi. Je le remercie. Donc, la manière dont ça va se passer, Véronique l'a dit tout à l'heure, je vais très vite passer la parole à Patrick pour qu'il puisse présenter un peu le texte. Vous pouvez pour l'instant seulement nous écouter et nous regarder. Vous pouvez communiquer par le chat, donc qui est discussion. Il y a QR ou discussion. Il faut passer par le chat discussion en bas de votre écran. On essaiera de vous répondre ou de transmettre vos questions et de les poser directement à Patrick. Et puis, une fois qu'à la fin de la présentation, vous pouvez aussi demander la parole par le chat et on pourra activer votre caméra et votre micro pour que vous puissiez poser les questions et qu'on puisse avoir un échange qui sera peut-être un peu plus agréable que simplement par le chat. Si ça convient à tout le monde, j'espère que tout le monde a de bonnes conditions d'écoute. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des problèmes aussi par l'intermédiaire du chat. Donc, ce matin, le sujet, c'est l'empreinte environnementale du numérique. C'est un sujet à la fois particulier et moderne et original. C'est pour ça que j'ai souhaité commencer ces webinaires sur ce thème, puisque ça fait l'objet ce qu'on appelle une PPL. C'est une proposition de loi, donc à l'initiative d'un parlementaire, en l'occurrence Patrick Chaise, sur un sujet je trouve que c'est vraiment une nouvelle approche d'une politique environnementale nécessaire pour notre pays, puisque le numérique prend une place de plus en plus importante. On avait tous en tête l'image que le numérique est une solution environnementale, puisqu'elle nous fait économiser du papier ou
ou un certain nombre de choses, elle a aussi une empreinte environnementale qui n'est pas négligeable. Et il y a un enjeu, je pense que Patrick le rappellera peut-être tout à l'heure. Aujourd'hui, je crois que c'est 3%, Patrick, l'empreinte carbone du numérique dans la totalité de notre empreinte carbone. Si on ne fait rien aujourd'hui, ça peut monter à 7% d'ici 2040. Donc, c'est un enjeu qui est important. Et donc, il faut qu'on s'en préoccupe. Et c'est la première fois que on prend un peu ce sujet de l'environnement en lien avec le numérique. Je crois que c'est vraiment un sujet d'avenir. Tu nous diras peut-être, Patrick, un peu où en est cette proposition de loi qui a été adoptée à l'unanimité par le Sénat, mais il y a encore, avant de devenir une loi, elle a encore un trajet. Et c'est pour ça qu'on souhaitait aussi faire ce webinaire pour permettre non seulement de vous en informer, mais aussi pour faire remonter peut-être des idées, des propositions, puisque dans le travail parlementaire qui reste à faire avant que ce projet de loi aboutisse et devienne une loi, il y a encore la possibilité de l'amender ou de le modifier. Et c'est par ces échanges peut-être qu'il sortira un certain nombre de propositions qui pourront venir par la suite enrichir ce travail parlementaire. Je ne veux pas être plus long à ce stade, je reprendrai la parole tout à l'heure. Je me permettrai d'interrompre Patrick si jamais il y a des questions sur le chat pour pouvoir les lui poser. Mais sinon, je te passe tout de suite la parole, Patrick, et encore une fois, tous mes sincères remerciements d'être avec nous ce matin. Merci, cher Cédric. Je voudrais à mon tour vous saluer toutes et tous et de vous dire tout l'honneur qui est le mien de participer à cette expérimentation qui, à la fois, est effectivement une démarche innovante de pouvoir communiquer et qui est dans le sujet du numérique qui s'impose à nous dans nos vies quotidiennes. Donc, merci de ton initiative, Cédric. Merci de tes mots sympathiques à mon égard. J'espère être bien sûr à la hauteur de ton attente et de l'attente des élus savoyards dans cet échange de ce matin. Donc, par la magie du numérique, aujourd'hui, je me trouve en Savoie tout en étant dans l'Ain, comme quoi, finalement, la proximité de notre place dans l'hémicycle, mais aussi de nos départements, nous lie très fortement. Alors peut-être pour planter le décor, je vais me permettre de vous expliquer quelle a été la démarche en fait de la construction de ce texte et quelle en a été la genèse. Depuis longtemps, je m'intéresse au sujet du numérique, puisque mon parcours antérieur avant mon arrivée au Sénat a été de construire un réseau de fibre optique dans le département de l'Ain. J'étais le directeur du syndicat d'énergie et de e-communication de l'Ain, qui a porté et qui était un des premiers départements à se lancer dans le numérique et les réseaux numériques à l'échelle du territoire départemental. Le numérique, on le constate les uns les autres, est finalement un outil qui s'impose à nous, qui s'impose dans nos vies, que ce soit donc, sur les politiques publiques, que ce soit sur nos démarches administratives, que ce soit dans nos échanges familiaux, professionnels. Quoi qu'on fasse aujourd'hui, on n'a plus un téléphone, on a un ordinateur qui nous accompagne dans toutes nos actions. Quand on regarde la télévision est numérique de plus en plus. Nos voitures, tous les équipements des véhicules sont de plus en plus numériques. On n'a plus on peut avoir la nostalgie des véhicules de nos jeunesses, notamment les 2 chevaux et les 4L qui étaient là pour le coup totalement neutres. Aujourd'hui, dans n'importe quelle voiture, la plus simple voiture, vous avez du numérique qui s'impose dans nos vies. Alors, il y a un peu plus d'1 an, j'étais donc membre de la commission aménagement du territoire et du développement durable. J'ai, à l'issue de divers échanges, eu l'idée et l'envie aussi de m'intéresser à l'empreinte environnementale du numérique, parce que cet outil qui s'impose à nous, eh bien, il était important de pouvoir mesurer
finalement, si il faisait du bien ou pas à notre planète. Parce que je pense que dans nos politiques publiques, d'ailleurs, on n'a pas assez cette démarche. C'est-à-dire qu'on se lance dans des opérations. Je ne sais pas le discréter, mais je pense par exemple à des sujets comme les énergies renouvelables. C'est bien, on a l'impression que c'est bien de faire du photovoltaïque, de l'éolien. Aujourd'hui, là aussi, moi, j'en suis pas complètement convaincu, parce que nous n'avons pas d'analyse large, complète, transversale, qui nous permette de dire finalement si le bilan est bon. Et dans le numérique, c'était effectivement criant, malgré des recherches, malgré vraiment des échanges avec l'ensemble des acteurs. On n'arrivait pas à avoir un document qui nous permettait de garantir que le numérique était quelque chose de plutôt vertueux. D'ailleurs, sur des choses qu'on pourrait imaginer comme étant tout à fait intuitives, dans les premières auditions qu'on a pu avoir, j'avais été surpris d'entendre certains scientifiques nous dire que, par exemple, le télétravail n'était pas une bonne solution environnementale. Alors, ça peut paraître surprenant, parce que quand on fait du télétravail, on évite des déplacements, et donc on est plutôt, on pourrait penser qu'on est plutôt vertueux d'un point de vue environnemental. Sauf que la réglementation aujourd'hui impose aux employeurs d'équiper leur personnel de matériel, qu'ils soient donc dans les entreprises ou à leur domicile. C'est-à-dire que finalement, à l'extrême, il faut 2 fois le matériel. Un matériel à l'entreprise, un matériel à domicile. Et par ce geste, on déséquilibre complètement l'avantage, puisque le matériel pèse de façon très importante dans le plan environnemental, et j'y reviendrai d'où donc justement une position scientifique est de dire non, le télétravail est désastreux d'un point de vue environnemental. Alors, on a donc lancé évidemment une mission d'information pour pouvoir faire l'état des lieux de l'empreinte environnementale du numérique. Cette mission d'information, elle a démarré en décembre 2019, donc dans une période, j'allais dire, où on était dans une situation dite normale, et très vite, dans nos auditions, l'ensemble des commissaires qui participaient à ces travaux avaient un discours assez unanime, assez, assez commun, assez fort d'ailleurs aussi, pour dire finalement, il faut qu'on s'intéresse à un sujet qui est de faire en sorte qu'on ait une sobriété numérique. La sobriété numérique est la clé de la maîtrise de l'empreinte environnementale du numérique. Je dois préciser à ce stade que quand on a démarré nos travaux, il n'existait en France aucun chiffre, mais vraiment aucun chiffre. C'est-à-dire qu'on n'avait aucune base pour savoir effectivement ce que représentait le numérique dans l'empreinte environnementale. Alors évidemment, le 15 mars, patatrac, le confinement a bouleversé complètement à la fois nos travaux et nos réflexions, et aussi nos habitudes de travail, puisque, et là, pour le coup, il y a des chiffres assez éloquents qui ont démontré qu'en 2 jours, au moment du confinement, les débits transités sur les réseaux de communication, qu'ils soient mobiles ou fixes, ont été multipliés par 2. C'est-à-dire qu'en 2 jours, ce qu'on constatait avec une base 100 est passé à 200. Ce qui a d'ailleurs créé une petite émotion au sein des opérateurs, parce que le risque était que l'ensemble des réseaux d'ailleurs s'écroule, et que le système ne puisse pas fonctionner de façon efficace.
parler de sobriété numérique dans ces conditions, ça devenait difficile. Puisque, j'allais dire, pour la première fois d'ailleurs, on a vu des utilisations qu'on n'avait pas intégrées, qu'on n'avait pas imaginées, qu'on n'avait pas anticipées, comme par exemple l'utilisation éducative. Jamais on avait imaginé, avant le 15 mars, que d'une façon massive, on allait utiliser le numérique pour l'éducation. Et rien que ce fait-là a été générateur, encore une fois, de débit très important. Que le numérique est apparu à cette date-là comme étant finalement un support, un outil, même un sauveur presque, pour une partie de l'économie. Et très rapidement, et j'ai eu des témoignages assez marrants de grandes entreprises qui sont venues dire, mais ça faisait 3 ans qu'on réfléchissait à la mise en place du télétravail, et là, en 15 jours, on est arrivé. Et depuis 3 ans, ils cherchaient les solutions, les formules, comment faire, d'un point de vue législatif, réglementaire. Et voilà, donc c'était des réunions et des réunions qui se sont succédées pour ne pas déboucher sur une solution. Et là, en 15 jours, toutes les solutions ont été trouvées et c'était mis en place. Troisième enjeu du numérique dans cette période-là, ça a été l'enjeu social. C'était le lien avec la famille, les parents, avec, j'allais dire, une vision directe qui est quand même un peu plus intéressante et plus révélatrice d'ailleurs que le téléphone pur et dur, tel qu'on connaissait jusqu'à aujourd'hui. Donc, bref, pour nous, dans le cadre de nos travaux dans la mission, ça a été vraiment un point de basculement qui a donc modifié même notre façon de voir les choses. Dans le même temps, on avait, dans le cadre de cette mission d'information, et pour une première fois au Sénat, comme le sujet était très technique et qu'il demande en fait une analyse assez large, puisque c'est d'un point de vue mondial que le numérique finalement arrive chez nous, hein, on n'est pas dans une limite franco-française. On avait fait appel, par le biais d'un appel d'offres, à des cabinets d'études extérieures pour nous éclairer sur justement les équilibres environnementaux du numérique dans leur globalité. Et de là, on a pu donc déduire les chiffres qui ont été donnés par Cédric en introduction. C'est dire que le numérique en 2020, en France, je dis bien, représentait 2% de notre empreinte environnementale globale. Ce qui peut paraître assez faible, si on le prend de façon en valeur absolue. Les perspectives d'évolution ont démontré que si on ne faisait rien, c'est-à-dire que si on restait sur la dynamique, sur la croissance et sur les évolutions telles qu'on les connaît avec les matériels tels qu'on les a aujourd'hui, eh bien, en 2040, effectivement, ce chiffre de 2% allait grimper à 7%. C'est-à-dire pratiquement multiplié par 4, 3,5 donc en 20 ans. Alors même que, quand même, pour valeur de comparaison, parce que c'est intéressant de pouvoir comparer les choses entre elles, le trafic aérien, donc avant Covid, début 2020, est de l'ordre de 4,7%. Et on sait que le trafic aérien est déjà quelque chose qu'on montre du doigt largement à l'échelle mondiale. Donc vous voyez que le numérique pourrait représenter presque 2 fois le trafic aérien avant Covid dans 20 ans, si on fait rien. C'est-à-dire que prendre une importance dans notre vie qui serait très impactante, vraiment très impactante, et voire même pourrait avoir un effet de rejet du numérique. Ce que d'ailleurs on a pu en partie constater, notamment avec l'arrivée du débat sur la 5G. Hein, il y a eu, vous l'avez entendu, dans les collectivités, dans certaines associations, une levée de bouclier contre la 5G, et qui, pour la plupart d'ailleurs, était vraiment basée sur le fait qu'on voulait freiner
l'impact environnemental, parce que la 5G a été montrée ou démontrée comme étant quelque chose qui allait donner un impact supplémentaire. Donc, j'y reviendrai si vous voulez sur la 5G. Ce n'est pas tout à fait ça. Je crois que là aussi, il faut raison garder, dans le sens où la 5G, d'abord, est quelque chose de complexe, qui est une addition d'éléments technologiques avec des utilisations qui sont aussi séquencées et sur lesquelles, personnellement, je ne mettrai pas cette représentation de technologie consommatrice d'énergie et avec un impact environnemental fort, parce que si on le prend sur les utilisations que l'on connaît aujourd'hui, les matériels 5G sont plutôt justement vertueux d'un point de vue environnemental, donc moins énergivores que les matériels de la 4G et des technologies précédentes. Donc il y a quand même un contexte qui fait que si personne ne s'intéresse au sujet, si on ne se prend pas en main au niveau du numérique, demain, le numérique pourrait être vu comme étant quelque chose de négatif et d'être rejeté en bloc par un certain nombre d'associations. La prise de conscience est si faible de l'empreinte environnementale que j'ai intégré dans ma réflexion deux situations que je veux partager avec vous qui sont très concrètes. J'ai eu l'occasion à Paris, quel mois c'était, mais c'était fin 2019, début de 2020, j'ai eu l'occasion de traverser la manifestation de la marche pour le climat. Marche pour le climat organisée par de nombreux jeunes et pratiquement exclusivement des jeunes. Il se pouvait que je traverse pour aller à la gare de Montparnasse qui était juste de l'autre côté de la manifestation et le taxi ne pouvait pas traverser la manifestation, donc j'ai pris ma petite valise et j'ai traversé toute cette manifestation. Qu'est-ce que j'ai pu constater dans cette manifestation? Je vous l'ai dit, beaucoup de jeunes, voire même exclusivement des jeunes, qui étaient convaincus de leur démarche vers le climat. Mais qu'est-ce que faisaient tous ces jeunes? Ils avaient en main cette petite bête-là et ils se filmaient les uns les autres, etc. Voire même, j'en suis persuadé, diffusaient sur les réseaux sociaux en live la marche qu'ils étaient en train de faire. Mais en faisant ce geste, ils étaient dans une incohérence totale. Parce qu'en faisant ce geste, ils venaient impacter la planète. Donc, on voit bien que la prise de conscience n'est pas là. Et pourquoi la prise de conscience n'est pas là? Je n'incrimine pas les jeunes qui le faisaient. C'est qu'ils n'étaient pas conscients, on ne leur a pas expliqué, on ne leur a pas dit que leur démarche était incohérente avec l'axe qui montrait. De façon plus récente, deuxième exemple qui m'a frappé, j'ai eu l'occasion, pourtant je ne suis pas un habitué de la télévision, mais de voir une émission il y a quelques semaines qui s'appelle N'oubliez pas les enfants. C'est la déclinaison de N'oubliez pas les paroles pour les enfants, donc animé par Nagui. Et donc un enfant de dizaine d'années qui était là, qui chantait très bien, bravo. Et plutôt que d'avoir une échelle de gain en sonnant et trébuchant, les cadeaux qui étaient accordés aux enfants qui réussissaient leur challenge étaient des cadeaux dont ils avaient fait eux-mêmes le choix, qui étaient gradués. Évidemment. Donc, et un enfant qui était là et dont l'animateur lui dit mais les choses que tu fais, ce serait bien que tu les racontes dans ta vie. Oui, je défends la planète, je suis vraiment motivé, donc voilà, je fais plein de choses pour la planète et pour défendre l'environnement. Très bien. Et puis, il arrive à cette échelle de gain. Et qu'est-ce qu'il avait dans les cadeaux qu'il avait demandé?
évidemment les écouteurs Bluetooth de dernière génération, la trottinette électrique, et puis en dernier lieu, un voyage en Martinique. Excusez-moi, mais il y a quand même un problème de cohérence entre ces choix faits, que je comprends, encore une fois, je n'incrimine pas cet enfant-là, ces choix faits dans ce cadre d'émission, et puis son discours, qui d'ailleurs montre du doigt, j'allais dire, plutôt les adultes, qui ne comprennent rien et qui ne défendent pas l'environnement, alors que les jeunes, eux, le défendent pas. Donc il y a un vrai sujet. Tous ces éléments-là donc, ont participé à nos réflexions et à donc, nous pousser à construire un rapport donc, avec 25 propositions qui a été déposé en juin. Ce rapport, il a eu un effet tout à fait positif puisque dans le même temps, l'ensemble, je peux dire l'ensemble des organisations institutionnelles qui travaillent sur le numérique ont lancé eux-mêmes des missions, des enquêtes et des démarches pour pouvoir donc faire en sorte de parler de l'environnement dans le numérique. Je pense à l'ADEME, à l'ARCEP, qui est le gendarme des télécoms, au Conseil national du numérique et au gouvernement, qui donc dit ah ouais, tiens, peut-être qu'on y pense, on va rédiger une feuille de route sur le numérique. Vous voyez que globalement, enfin, on est dans la bonne temporalité et donc le sujet arrive de façon assez large dans l'ensemble de nos institutions. D'où notre ambition de pouvoir, plus que ce rapport parlementaire qui est un rapport public, à disposition de tout le monde et qui a été repris donc, par l'ensemble de ces acteurs, il me paraissait important d'aller plus loin et de pouvoir proposer donc un texte de loi qui donc traduise nos travaux en actions concrètes pour faire en sorte que dans notre législation, ce volet-là soit donc intégré. Alors, pour arriver au texte de loi, nous avons décomposé en fait notre texte en finalement 4 chapitres qui donc eux-mêmes seront redécomposés en différents articles qui vont dans le même sens. Alors, je ne vais pas vous imposer la litanie de tous les articles du texte, mais je vais vous en donner donc la définition des 4 grands chapitres qui, bien sûr, si vous le souhaitez, on pourra détailler par la suite. Le premier chapitre, justement, il est sur la base de la sobriété numérique et sur le fait de pouvoir intégrer dans la formation cette notion de l'empreinte environnementale. Tant sur donc, les scolaires, pour justement leur expliquer, les sensibiliser au fait que quand ils regardent une vidéo, quand ils se filment, eh bien, ils ont un geste qui a une empreinte environnementale. Ça va d'ailleurs jusqu'à, par exemple, pouvoir leur expliquer que, comme vous l'avez fait chacun d'entre vous, il vaut mieux donc être connecté au Wi-Fi pour pouvoir faire cette visioconférence plutôt que sur le réseau 4G. Le rapport donc, de l'empreinte environnementale entre le Wi-Fi et la 4G, c'est de 1 à 4. C'est-à-dire que je vais avoir un impact 4 fois supérieur si je suis sur le réseau 4G que si je suis sur mon réseau Wi-Fi. Ce n'est pas intuitif, encore une fois. Donc, il est important qu'on l'explique, qu'on puisse donner à l'ensemble des jeunes, des moins jeunes, ces informations-là pour les inciter à être plus vertueux. C'est faire en sorte que, d'ailleurs, dans les formations, cette fois-ci des professionnels, des ingénieurs, eh bien, cette notion de l'empreinte environnementale soit là pour que eh bien, les conceptions même de logiciels, d'applications, soient dès l'origine avec cette vision-là. C'est-à-dire qu'on puisse aller vers ce qu'on va appeler de l'éco-conception. Quand un
un informaticien donc, écrit un logiciel, il utilise des lignes de code, et bien, l'idée, c'est de dire qu'il ne faut pas mettre 10 lignes de code là où on a besoin de 2. C'est un peu ça. Alors qu'aujourd'hui, dans la construction souvent des logiciels, en fait, on prend des briques ici ou là qu'on additionne pour atteindre le résultat. Et des fois, dans la conception même des logiciels, on le sait bien, on fait un peu on utilise des routes sinueuses. Voilà. Là, il faut qu'on redonne dans l'esprit des concepteurs que le chemin le plus court, c'est la ligne droite, pour être simple. Dans le deuxième volet donc, qui nous a intéressés, et c'est sûrement le volet le plus, sur lequel on peut faire le plus d'efforts rapidement, c'est le volet sur les terminaux. Pourquoi? Parce que les terminaux, c'est-à-dire les smartphones, les écrans d'ordinateur, les tablettes, les télévisions, etc., tout ce qu'on appelle terminaux numériques, en fait, ont un impact sur l'environnement qui pèse dans la chaîne globale entre 70 et 80%. C'est-à-dire que, là aussi, on aurait pu penser que c'était les réseaux, c'était les data centers, ça met beaucoup, etc. Vous voyez, donc, ce qui pèse beaucoup, c'est la construction du terminal et donc de cette petite bête qu'on utilise chacun. Pour vous donner donc d'ailleurs une information complémentaire, pour fabriquer un smartphone, il faut aujourd'hui extraire en moyenne 200 kg de matière à la planète. 200 kg de matière pour un smartphone. Pourquoi? Parce que ces matériels sont donc, évidemment composés de nombreuses terres rares. Qui dit terres rares, donc c'est pas veut dire qu'elles sont très rares, mais ça veut dire qu'elles sont donc ce sont des minéraux qu'on va extraire de la planète dans des conditions des fois, enfin pas toujours des plus respectueuses de l'environnement, et qui nécessitent donc de pouvoir extraire beaucoup de matière pour en récupérer quelques grammes ou centaines de grammes. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important et sur lequel, évidemment, on peut agir vite et de façon efficace. D'où donc un volet particulier que je veux quand même mettre en lumière dans ce chapitre-là, qui est le fait de prolonger la durée de vie de ces matériels. Aujourd'hui, la durée de vie de ces matériels est de 23 mois, c'est-à-dire moins de 2 ans, en moyenne, hein, je dis bien. Pourquoi? Tout simplement parce que, d'abord, il y a des effets de mode, mais aussi parce que les opérateurs, les fabricants de ces matériels vont nous pousser à changer ces matériels par ce qu'on va appeler de l'obsolescence matérielle ou de l'obsolescence logicielle. C'est-à-dire que quand vous faites vos mises à jour régulièrement, ces mises à jour, elles ont pour effet d'utiliser encore plus de mémoire, de pouvoir prendre de la capacité de votre téléphone. Et comme vous en utilisez aussi pour votre utilisation personnelle, au bout d'un moment, la mémoire du téléphone est complètement saturée et donc le téléphone marche moins bien qu'avant votre mise à jour. Donc là, on va permettre de faire en sorte que les mises à jour ne soient pas systématiques, qu'on différencie les mises à jour, j'allais dire, fonctionnelles et les mises à jour de confort, on va le dire comme cela, et qu'on puisse faire des marches arrière de mise à jour. C'est-à-dire que je fais la mise à jour sur mon téléphone, je m'aperçois que ça marche moins bien et puis que de toute façon, ça ne m'apporte rien de plus parce que moi, je ne vais pas me servir de l'application qui est nouvelle, qui va me permettre de faire par rapport à ma propre utilisation. Eh bien, j'aurai la possibilité de dire je vais revenir à la mise à jour précédente qui va me redonner la capacité de mon téléphone et donc je vais pouvoir conserver mon téléphone dans une durée plus longue.
Troisième élément, c'est de pouvoir faire en sorte que ces téléphones soient réemployés. Aujourd'hui, la plupart du temps, alors il y a des initiatives, heureusement, mais la plupart du temps, les anciens téléphones, nos anciens téléphones, finissent au fond d'un tiroir et on n'en fait rien. Alors même que, encore une fois, il y a à l'intérieur de tout ça un certain nombre de métaux rares, il y a de la matière qui peut être récupérable et qu'on doit valoriser et qu'on doit récupérer. D'où donc, tout un arsenal qui va permettre de pouvoir favoriser le réemploi, la réutilisation par de la réduction de TVA, par d'exonération de taxes, afin que, là encore, on ait des matériels de qualité, mais à des prix accessibles et avec une différence sensible avec les matériels neufs. Troisième chapitre, c'est donc un chapitre qui va promouvoir tous les usages qui sont vertueux, écologiquement vertueux. Alors, c'est quoi? C'est justement éviter notamment tout ce qui s'impose à nous, comme la mise en route vidéo qu'on n'a pas demandé, qu'on soit plus acteur et qu'on décide de ce qu'on veut, plus que ce soit la machine qui vous impose ce qu'elle a envie de vous montrer. Alors, ça, c'est un chapitre qui a été largement bouleversé dans le débat, parce qu'évidemment, il y a des effets de bord, notamment avec les publicitaires, de la presse notamment, qui sont montés en pression et qui ont fait que, globalement, on a bien remodelé ce chapitre pour faire en sorte qu'il y ait donc, des obligations données donc, aux éditeurs de ces vidéos qui soient incitatifs. Un exemple d'ailleurs qui s'est passé dans le cadre de la pandémie, dans le cadre du premier confinement, qui a été donc soutenu par l'ARCEP quand justement on a constaté cette évolution très forte de consommation des débits sur les réseaux. C'était donc vis-à-vis de Netflix notamment et YouTube, de demander à ces éditeurs de contenu, plutôt que de transférer de base leurs vidéos en haute définition, de le faire en mode standard pour limiter les transits de ces vidéos qui, je vous le dis, occupent la majeure partie des débits sur le réseau. Hein. Ce sont les vidéos aujourd'hui qui pèsent donc pour 80% des bits transités sur les réseaux. Donc au départ, ça a été une levée de bouclier de la part de ces éditeurs, considérant que évidemment on allait détériorer leur qualité de service. Bon, finalement, ils se sont rangés à notre demande et le résultat des opérations, c'est qu'il n'y a eu aucune plainte d'aucun utilisateur. Quand on regarde un film sur l'écran d'un smartphone, voire d'une tablette, très franchement, il faut être très, très, très averti pour faire la différence entre de la haute définition et du mode standard. Donc, favoriser plutôt le mode standard. Si donc, il y a un besoin de qualité supérieure, eh bien, on fait la démarche d'aller chercher la qualité supérieure et non l'inverse. Enfin, quatrième chapitre, c'est un chapitre qui concerne là, plus spécifiquement les réseaux. Aujourd'hui, ce n'est pas là que on fera le plus gros gain, mais ce qu'on a voulu vraiment, c'est faire en sorte que toute la chaîne soit donc participe en fait à l'amélioration. Et sur donc la partie réseau, on a surtout un sujet que sont les data centers. Pourquoi? Parce que déjà dans l'organisation, je pense je suis même convaincu qu'on peut optimiser la mise en place et la gestion des data centers de par donc, la conception technique
de ces data centers, mais aussi de par leur position. Je cite souvent cet exemple, qui est vraiment un exemple pour banaliser le sujet, c'est que quand j'envoie un mail à mon voisin de palier, ici à Bourg-en-Bresse, ou si je veux envoyer un mail à mon collègue Cédric Vial, qui est donc à quelques kilomètres de Bourg-en-Bresse, mon mail va passer par Paris. Pourquoi? Parce que tous les serveurs d'Orange, si on est sur le réseau Orange, sont à Paris. Mais même si je ne suis pas sur le réseau Orange, si l'un de nous deux est sur Orange, il va passer par Paris pour trouver l'aiguillage qui va donc revenir vers mon destinataire. Globalement, est-ce qu'il ne serait pas plus vertueux d'avoir par région, de façon beaucoup plus parsemée, parce que je donne cet exemple par rapport à Paris, mais je pourrais le faire avec, parce qu'on est en France, mais je pourrais le faire avec le reste du monde, hein, donc c'est exactement pareil. Hein. Et si je suis donc finalement donc moi donc abonné client d'un opérateur étranger, il va passer par la capitale de cet opérateur pour revenir parfois dans la rue d'en face, hein, dans la maison d'en face. Bon. Alors que si on avait des centres d'échange, donc des data centers beaucoup mieux répartis sur l'ensemble du territoire, eh bien, on gagnerait évidemment en efficacité énergétique et donc en impact environnemental. Donc voilà les 4 grands chapitres de cette proposition de loi. Je finirai juste mon propos pour dire qu'aujourd'hui, ce texte, il a été voté, comme l'a dit Cédric, à l'unanimité au Sénat. C'est un texte qui a été porté, encore une fois, par l'ensemble des sensibilités politiques, parce que c'est un sujet numérique, un sujet transversal, et je suis très fier. Maintenant, le gouvernement doit donc statuer sur son sort, puisque j'ai parlé tout à l'heure de la feuille de route gouvernementale, je vais aussi parler d'une actualité qui est la Convention citoyenne. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais normalement, la semaine prochaine, donc mercredi, au Conseil des ministres, devrait être présenté le texte issu de la Convention citoyenne, et paradoxalement, il n'y a absolument rien sur le numérique dans le cadre de la Convention citoyenne, comme quoi, je reboucle avec mon propos introductif, le commun des mortels n'est pas conscient de cet impact environnemental, et donc il est maintenant urgent de pouvoir le partager, de pouvoir le sensibiliser. D'où donc un espoir. Je ne vous cache pas que je vais attendre le Conseil des ministres de mercredi avec impatience, c'est que le gouvernement reprenne le texte qui a été voté au Sénat à son compte pour pouvoir le présenter à l'Assemblée nationale et faire en sorte qu'il ait donc un avenir prometteur en étant débattu à l'Assemblée nationale, puis reviendra en seconde lecture au Sénat pour vraiment donc finaliser ce texte qui, j'en suis convaincu, sera d'une grande utilité pour l'avenir du numérique sur notre territoire. Voilà. Patrick, je te coupe. Merci de cet exposé. On n'a pas eu de questions par le chat. Hein. Je rappelle, si vous avez des questions posées par le chat, si vous voulez prendre la parole, donnez-nous votre nom. Juste vous mettez votre nom sur le chat dans la partie de discussion, et puis on pourra vous activer votre vidéo et le micro pour que vous puissiez poser une question ou faire remonter une information directement à Patrick. Moi, je voudrais juste très rapidement te remercier, de dire qu'effectivement, on est sur un sujet paradoxalement nouveau. Tu l'as dit, ça fait partie des sujets qui ne sont pas intuitifs, dont on n'a pas forcément conscience de l'impact qu'envoyer un mail, ça peut avoir un impact, ou de l'impact qu'on peut avoir, et un usage qui est un usage d'avenir. Et donc, il faut réussir à concilier cet usage moderne d'avenir avec cette empreinte numérique, avec des enjeux, tu l'as dit, c'est à terme 2 fois le trafic aérien, alors qu'on a tous en tête qu'il faut limiter nos trajets, etc. Et qu'au contraire, on a un usage du numérique
qu'on pense même parfois vertueux quand on s'en sert. On dit c'est plus vertueux que d'envoyer un courrier ou d'imprimer un document. On voit que dans certains cas, c'est pas toujours le cas. Moi, je retiens effectivement les 4 grands thèmes. Premièrement, je pense que l'important d'avoir en tête, c'est que il faut avoir une vision d'ensemble. Hein. C'est de la fabrication au recyclage de l'appareil. C'est comme ça que vous l'avez abordé et de son usage. Premièrement, c'est que 75% à peu près de l'empreinte numérique, elle vient de l'appareil en lui-même. Hein. Donc, de sa conception. Et donc, là, il y a un travail sur l'éco-conception, tu l'as dit. De ces logiciels, là aussi, un travail d'éco-conception des logiciels, comme ça se fait peut-être sur beaucoup d'autres matériels. Et ça, c'est ta proposition de loi qui permet de l'introduire auprès des fabricants et ça puisse être un label aussi de choix pour les consommateurs. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est la question de l'obsolescence qu'on dit programmée ou pas programmée. Les faire durer plus longtemps. Si on en change moins souvent, eh ben on a un impact qui est moindre parce qu'on en produit moins. Et deuxièmement, tu l'as pas dit, mais ça fait partie aussi de la PPL, c'est le reconditionnement. C'est d'être capable aussi de redonner une seconde vie à du matériel pour éviter d'en produire toujours plus. Et c'est probablement, c'est pas le plus simple, mais c'est probablement là qu'on pourra avoir le plus d'impact sur cette empreinte numérique, parce que c'est 75% du coût. Deuxièmement, c'est sur la sobriété de l'usage. Tu l'as dit tout à l'heure, avec un certain nombre, et puis notamment une prise de conscience aussi de la population sur certains intérêts, même si je pense qu'il faut être aussi capable d'être sobre tout en étant conscient que c'est un usage dont on ne peut pas se passer aujourd'hui et qu'il vaut mieux, et qu'il faut, le but, c'est pas de restreindre le numérique, c'est de le permettre dans un contexte qui est plus favorable. Le troisième, c'est son usage. Tu as parlé d'usage plus vertueux, des choses qui ne sont pas intuitives. Tu l'as dit, effectivement, d'utiliser plus le Wi-Fi que le réseau de données, qui est beaucoup moins énergivore. C'est la question des défilements sans fin, qui peut aussi poser des questions sans fin. C'est le streaming ou le téléchargement, privilégier le téléchargement par rapport au streaming, ou de mettre en face, tu l'as dit, ça paraît tout bête, mais ça ne sert à rien d'avoir une vidéo en haute définition si votre écran il est en basse définition. Et d'arriver à adapter ça. Et là, il y a un gain aussi à obtenir sur la multiplicité de ces usages qui sont en voie de développement. Donc, même si aujourd'hui, c'est pas la plus grosse partie de l'usage de l'empreinte numérique, on voit que c'est le streaming notamment, c'est en voie de développement et qu'il y a une action à avoir. Et la dernière chose, c'est sur le recyclage des matériels, c'est sur les data centers, c'est sur la responsabilité aussi des opérateurs, où là aussi, dans les appels d'offres qui sont publics, on puisse aussi peut-être mettre des conditions écologiques, enfin environnementales, dans les appels d'offres qu'on passe auprès des opérateurs pour les inciter un peu à réduire leur empreinte. Voilà, donc c'est une démarche qui est innovante. Ceux qui sont connectés en ligne, là aujourd'hui, ont tous eu normalement un lien vers la proposition de loi, s'ils veulent la regarder. Comme je disais tout à l'heure, l'unanimité, c'est pas mal comme résultat. Hein. Pour une initiative originale comme ça, il y a un vrai écho. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Comme tu l'as dit, on attend que le gouvernement peut-être la reprenne à son compte et c'est tant mieux. Ce serait tant mieux parce que ça accélérerait un peu le processus. Ou si ce n'est pas le cas, peut-être que des collègues députés pourront la reprendre aussi à l'Assemblée pour en faire passer du stade de proposition au stade de loi. Et je pense que c'est le début d'une démarche. Donc voilà, moi je te félicite et je te remercie de ton intervention. Est-ce que vous avez des questions, chers amis savoyards, ou des remarques ou des demandes d'intervention? Une question de Clémentine Emery. Ah ben voilà. Le rapport Shift 2018 et qui explique justement, même s'il y a un progrès en termes d'efficacité énergétique des data centers et des réseaux, est-ce que ça va compenser avec la croissance de la consommation énergétique des flux de données? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place des plafonnements? Alors, cette question est intéressante. Et d'ailleurs, dans le texte initial, on avait imaginé des plafonnements notamment sur les forfaits. Et
de surcroît sur les forfaits mobiles. Pourquoi? Parce que je l'ai évoqué, en fait, le mobile est beaucoup plus énergivore que le fixe. Sur la fibre optique, globalement, on n'a pas d'impact de consommation énergétique et peu d'impact. Par contre, sur le mobile, on en a énormément. Ça a été une levée de bouclier de l'ensemble de l'écosystème, y compris du ministre d'ailleurs, ce qui a fait que, et je pense que le fait c'est que les choses n'ont pas été comprises. Moi, je considère le numérique comme étant un service au public. Je ne vais pas dire un service public, mais un service au public. Comme l'eau, l'électricité, le chauffage, enfin, on peut imaginer donc tous ces services-là. Dans tous ces services, le principe de la facturation, qui est une forme de plafonnement, c'est de dire, ben voilà, je paye ce que je consomme. Dans le numérique, les opérateurs sont plutôt sur une volonté d'open bar, c'est-à-dire dire non, nous, pour des questions de marketing, exclusivement de marketing. Et c'est là où, en fait, on a une confrontation dure entre donc, la responsabilité environnementale et le marketing. Donc moi, le plafonnement, j'y suis favorable par le biais des forfaits pour éviter ce qu'on évoquait. Et d'ailleurs, j'étais scandalisé, je l'ai dit à SFR notamment au moment du débat. Il y a eu une pub publicité de SFR qui était sur toutes les télévisions, sur la 5G. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette publicité. C'était des jeunes qui étaient en train de jouer sur leur téléphone dans le salon, et le père leur dit allez dehors. Ah, avec la 5G, ils peuvent le faire. Ah, non, surtout pas ça. Ça, franchement, c'est catastrophique d'un point de vue environnemental. Et alors, il vaut mieux qu'ils fassent sur le Wi-Fi, encore une fois, que sur la 5G. Mais tout ça parce que même les opérateurs n'ont pas la prise de conscience de l'impact que peut avoir ce genre d'attitude, ce genre de démarche. Donc, après, limiter les données au niveau des data centers, très franchement, encore une fois, aujourd'hui, c'est pas là qu'on va faire les gains. Ce que j'évoquais, hein, c'est vraiment sur les terminaux, 70-80%, même s'il faut, encore une fois, être vertueux et faire en sorte que on intervienne sur toute la chaîne, parce que je pense que c'est plus une démarche intellectuelle qu'on doit partager. On n'aura pas, même si demain on plafonnait je ne sais pas, le stockage sur les data centers, on ne gagnerait rien, parce que dans le même temps, il y a quand même une évolution qui est certaine, c'est l'évolution des matériels eux-mêmes, c'est-à-dire des serveurs de stockage, des matériels actifs qu'on a dans les réseaux, qui font que et ce qu'on connaît, ce qu'on a connu dans l'informatique depuis des décennies, c'est que pour une même consommation, ce qu'on connaît aussi sur ce que j'évoquais par rapport à la 5G, pour une même consommation, on a une augmentation des débits qui est de 10, 100, voire 1000 fois supérieure au kilowatt constant. Donc, c'est vraiment pas, je ne l'exclus pas, pour les forfaits téléphoniques, mais donc à la base, mettre des plafonnements de stockage dans les data centers, ça serait, à mon sens, inefficace. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question, ou est-ce que veut prendre la parole pour poser une question ou faire une remarque? Bon, si ce n'est pas le cas, c'est que Patrick a assommé tout le monde, ou alors a été suffisamment clair. Non, mais alors, n'hésitez pas. S'il y a des questions à faire remonter dans le chat, on vous donnera la parole. Clémentine, si tu veux poursuivre l'échange et que tu souhaites peut-être qu'on t'active, dis-le nous, ou si la réponse te satisfait.
Moi, en toute hypothèse, je vous laisse réfléchir. C'est vrai que c'est un sujet qui est un petit peu ardu. Moi, je l'ai découvert un peu, cette prise de conscience, je l'ai eue avec cette PPL. Je crois que c'est vraiment un sujet important et novateur et qu'on est au début d'une prise de conscience. N'hésitez pas, je vous dis, la navette parlementaire entre l'Assemblée, le gouvernement et le Sénat va se poursuivre, même si le texte, on le disait, a été adopté par le Sénat. Le Sénat aura à nouveau à se prononcer. Nos collègues députés auront aussi à le faire. N'hésitez pas, pour ceux d'entre vous que ça intéresse, à nous faire remonter des informations ou des remarques ou des questions. La bonne voie, c'est le mail. Donc sur mon mail, c.vial@senat.fr. Et moi, je me chargerai après de faire l'intermédiaire avec Patrick pour essayer de faire remonter un certain nombre d'informations. Je vous dis, le texte, il est déjà assez complet, entre guillemets. Il y a des mesures qui sont un peu fortes, d'autres qui sont un peu plus symboliques. Il peut encore être enrichi. Et en tous les cas, je pense que c'est la première pierre d'une thématique qui est importante. Donc voilà. Merci Catherine. Catherine nous remercie et surtout remercie Patrick. Mais je pense que c'est vraiment un sujet novateur. Moi, je rajoute un deuxième point parce que on avait deux thèmes un peu aujourd'hui. Il y avait le thème que Patrick est venu aborder avec nous et puis il y avait le principe de ces webinaires. C'était le premier. On ne va pas en faire tous les mois, mais j'aimerais bien reproduire cet exercice. Donc, n'hésitez pas aussi à me le dire, alors soit dans le chat, soit par mail, c.vial@senat.fr, je rappelle, pour voir si ça vous a plu comme format, si ça vous a pas plu, ce qu'il faudrait changer d'après vous pour qu'on puisse un peu s'adapter. Voilà, si 2 ou 3 fois dans l'année, on peut organiser autour d'un texte de loi différent ce genre de texte, ça permet à ceux d'entre vous, aux élus notamment du territoire qui ont envie aussi de participer, de contribuer au travail législatif, de pouvoir le faire. On a une question. Alors, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame Martinet, excusez-moi. Quand on parle d'empreinte environnementale, concrètement, on parle surtout de consommation d'électricité. C'est ça la question, Patrick? Alors, pas que, puisque j'ai parlé des terres rares notamment, hein, donc, et de l'impact qu'on peut avoir sur la planète, notamment dans la construction de ces matériels. Mais au bout du compte, on s'aperçoit que c'est quand même la grosse part. Pourquoi? Parce que quand je fais de l'extraction minière, il y a de l'énergie. Alors, ce n'est pas que de l'électricité, mais il y a de l'énergie. Hein, il y a du carburant, voilà, c'est toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, mais qui apporte un complément intéressant, c'est que ces 80%, enfin 70, 75%, on va dire pour être dans la médiane, donc portés par le matériel, parce que ces matériels-là sont fabriqués principalement en Asie du Sud-Est. Si donc, ces matériels-là étaient fabriqués en France, comme on a une énergie décarbonée, l'impact environnemental serait moins important. Donc, l'énergie utilise la plus grande part, évidemment, et il y a toujours une énergie à l'origine, mais l'empreinte environnementale, c'est bien donc, sur le spectre complet Total. On a deux autres questions, Patrick. Alors, merci. Oui, l'empreinte, on parle aussi en CO2. Donc, il y a de l'énergie, il y a du transport aussi, hein, j'imagine, qui est des matériels qui viennent de Taïwan ou d'ailleurs. Donc, c'est une empreinte globale et donc il y a plusieurs possibilités pour intervenir. On a deux questions qui se rejoignent. Il y a Jean-Gérard Michou qui demande si toutes ces propositions hautement vertueuses et citoyennes exigent une formation. Est-ce qu'il y a un projet en lien avec l'éducation nationale? Tu l'as légèrement abordé tout à l'heure. Et deuxième question de Catherine Brice. Est-ce possible de faire passer la formation par l'éducation nationale, justement, car on sait bien que la pédagogie commence à l'école? Alors, tout à fait. C'est vraiment le fond de notre proposition. Et d'ailleurs, c'est l'article 1er du texte de loi hein, qui dit clairement que la formation doit comporter une sensibilisation à l'impact environnemental du numérique, ainsi qu'un volet relatif à la sobriété numérique. Donc, c'est vraiment… l'article, dans son idée, c'est le second alinéa de l'article L312.9 du Code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée.
la formation comporte une sensibilisation. Ça. Oui, bien sûr, c'est le premier acte. Et on l'a tous vécu, donc je crois, en tant qu'élu, on a bien vu que, notamment sur les déchets, ça avait fonctionné par les enfants. Le premier vecteur de sensibilisation sur les déchets dans des ménages, c'est fait par les enfants. Et sur le numérique, évidemment, il faut agir de la même façon. Très bien. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ou sinon, je vous propose qu'on en reste là. Bon, pas de questions. Voilà, non, on n'a plus de questions. Patrick, le mot de la fin? Écoutez, merci de votre accueil en Savoie. On aurait pu trinquer avec une petite roussette. Bon, tant pis. Hein. C'est comme ça, le numérique enlève une certaine part de convivialité, mais nous dépanne pas mal, notamment dans cette période difficile. Donc, je vous souhaite à tous. Même s'il y a eu beaucoup d'apéros visio, notamment pendant le premier confinement, ça nous a permis aussi d'en le faire, sauf qu'on est obligé d'ouvrir autant de bouteilles qu'il y a de spectateurs. Encore une fois, merci à vous tous et à vous toutes. Merci à la commune d'Arvillers pour son invitation, mais je viendrai en présentiel pour voir l'apéro. Voilà, c'était une première. Je remercie Véronique aussi, qui a été un peu la maîtresse de maison et l'organisatrice de ce webinaire. C'est une première. Je pense qu'il y en aura d'autres. On va essayer de garder ce rythme en essayant de faire en sorte, vous voyez, qu'on a pris 1 heure tout pile, de faire en sorte que ça n'impacte pas trop aussi l'agenda des élus que vous êtes, mais qu'on puisse, comme ça, de temps en temps, faire ce genre de travail, à la fois d'information ou alors de co-construction sur certains projets ou propositions de loi. Donc, on reviendra vers vous. N'hésitez pas à me faire remonter vos informations, vos souhaits, vos remarques par l'adresse c.vial@sena.fr. Et puis, je pense qu'on va voir, Véronique, je m'avance, mais on a enregistré le webinaire et je pense qu'on le mettra aussi à disposition des élus qui n'ont pas pu être présents parce qu'on était sur un milieu de journée, ceux qui veulent le regarder un peu plus tard en replay, avec la bonne définition adaptée à leur smartphone ou leur appareil. On essaiera de pouvoir diffuser ce webinaire en replay. Pas de souci, j'ai envoyé un petit sondage, si vous pouvez cliquer d'ores et déjà, voilà, pour petit sondage de satisfaction pour ce premier webinaire sur l'actualité parlementaire. Je vous remercie. Merci à toutes et à tous. Bon appétit, bonne fin de journée, à bientôt. Merci, bonne journée, bon week-end. Au revoir.